Oui, bonjour. Bienvenue dans cet atelier qui est consacré au règlement général à la protection des données. C'est un projet qui est au niveau européen et pour ceux qui suivent l'actualité, ce projet est en cours de transformation au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat et peut-être du Conseil constitutionnel, puisqu'il va être transformé en loi française avec une loi qui s'appelle la loi informatique et liberté, dite numéro 3. Donc il n'y a pas de grands changements par rapport à l'appellation et au libellé. Donc nous allons être deux pour animer cet atelier. Donc la personne qui est assise, c'est Aurélien, qui est avocat et juriste, spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication. Et moi-même qui suis consultant à la protection des données en ce qui concerne la santé, les collectivités et la finance. Aujourd'hui, Aurélien va vous parler de la nouvelle réglementation, donc le cadrage technique qu'il faut à minima pour que nos élus puissent interpréter et mettre en œuvre le règlement général à la protection des données. Après, je vous parlerai du délégué à la protection des données à désigner. Qui c'est? Un homme, une femme, une société? C'est quelque part votre comptable au niveau des données personnelles que vous allez collecter. Aurélien reprendra la parole et vous donnera quelques informations en tant qu'élu, les engagements de la collectivité ou les pénalités qu'elle pourra recevoir si elle ne respectait pas ses engagements au niveau de la loi. Il faut savoir que pour les grands groupes internationaux, ça peut être 4% du chiffre d'affaires annuel lorsque vous êtes pris en défaut d'avoir fait fuiter de l'information. Ce qui peut vous intéresser et ce qui va vous intéresser, c'est comment s'organiser en mutualisant cette mission de protection des données personnelles. Donc effectivement, cette mission a un coût, elle demande des compétences. Et l'échelle de la commune, l'échelle de l'intercommunauté ou l'échelle du département peut être une échelle de mutualisation, puisqu'une même personne, un même homme ou une femme ou une même société peuvent être délégués personnels à la donnée externe et mutualisés. Donc on n'est pas forcé d'engager un coût à l'unité, mais on peut partager les coûts à l'échelle par exemple d'une intercommunalité. On repassera avec vous l'estimation du coût d'une telle mission. Et puis après, Mathilde Ferchou interviendra puisque l'association des maires propose une assistance juridique dans ce domaine, puisqu'il faut savoir que vous êtes ici dans une chaîne de valeur, une chaîne de confiance, mais qu'une de vos principales missions sera de vérifier que vos sous-traitants sont eux-mêmes conformes avec ce règlement à la protection des données. Donc une des premières actions que l'on peut mettre en place, c'est vérifier avec tous vos fournisseurs qu'eux-mêmes ont bien fait la démarche. Donc aujourd'hui, pas mal de fournisseurs ont fait cette démarche et le fait de se mettre en conformité leur permet d'avoir un atout commercial et financier par rapport à leurs concurrents ou confrères. Donc je passe la parole à Aurélien, notre juriste avocat. Bonjour à tous. Alors n'hésitez pas à me dire si je parle un peu trop fort parce que c'est un peu déroutant de ne pas s'entendre. Donc Aurélien Bouineau, avocat à La Rochelle, j'interviens en droit administratif et j'accompagne les collectivités territoriales sur toute la question du numérique de manière générale. Alors, ce que je dis souvent à mes étudiants avant d'aborder une loi, c'est de savoir pourquoi on prend cette loi. Parce qu'on explique pas mal de choses, on explique un contexte et on arrive à comprendre un petit peu mieux pourquoi on en arrive au RGPD. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la donnée est considérée comme le pétrole du 21e siècle. C'est-à-dire que, comme le pétrole, c'est une source incroyable d'innovation, d'amélioration et de croissance pour les entreprises et pour l'avenir. Mais comme le pétrole, il y a une limite. Et cette limite, on l'atteint très très vite quand on imagine bien l'atteinte aux libertés fondamentales et l'atteinte à la vie privée que cela peut représenter. Alors contrairement au pétrole, qui est quelque chose de quantifiable, de matériel, que vous avez appréhender assez facilement, la donnée c'est quelque chose de totalement immatériel qui est très compliqué à appréhender. Alors, où en est tout d'abord la France concernant la donnée aujourd'hui? La France aujourd'hui, elle a fait le pari de la libéralisation totale de la donnée avec un service public du numérique. Ce qui veut dire que toutes les données, normalement, sont consultables et accessibles. Vous avez certainement peut-être consulté un site qui s'appelle data.gouv.fr qui met en ligne un certain nombre de données. Il y a aussi un site qui s'appelle Légifrance, qui est peut-être plus pour les juristes, où vous avez toute la jurisprudence qui est reprise et accessible. Cette procédure de libéralisation a été inculquée en 2016, on va dire à partir de la loi pour une république numérique, mais qui est calquée sur le modèle anglo-saxon, et notamment le modèle américain et anglais, qui dès 2009 et 2010 ont libéralisé totalement la donnée. Alors, pour juste quelques grandes dates clés concernant
le droit de la donnée, pour faire assez simple. La première loi, la loi de 78, la loi informatique et liberté, qui avait donné le premier cadre juridique de la notion de données. Cette loi était particulièrement protectrice à l'époque et a été enviée par pas mal de pays, et notamment aujourd'hui on a pas mal de serveurs qui sont encore en France du fait de la protection qui avait été mise en place à ce moment-là. Cette loi de 78 avait été modifiée en son temps par la directive communautaire de 95, directive communautaire qui donnait une définition encore plus stricte de la donnée, augmentait les pouvoirs de sanction de la CNIL et améliorait le système juridique. La dernière grande loi en date est la loi pour une république numérique de 2016 qui, elle, a encore augmenté les pouvoirs de sanction de la CNIL, a encore élargi la définition de la donnée et surtout a opéré cette libéralisation de la donnée. L'objectif de cette loi pour une république numérique, on va dire les 3 grands axes de cette loi sont assez simples. Le premier, c'est libéralisation totale de la donnée. La deuxième, c'est la protection du dépositaire de la donnée au maximum pour pas qu'il y ait d'atteinte à sa vie privée et aux libertés fondamentales. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle du tout numérique. Alors, c'est ce qu'on va appeler aussi le service public 2.0. C'est-à-dire que vous avez certainement dans vos collectivités l'accueil qui est mis en place par Internet. On peut demander dans certaines collectivités, par exemple, copie de l'extrait d'acte de naissance directement par voie dématérialisée. Ça, c'est la logique aujourd'hui actuelle. Cette loi pour une république numérique de 2016 a aussi anticipé la mise en œuvre du RGPD. Elle a anticipé ce RGPD. Donc si aujourd'hui vous êtes en conformité au niveau de la collectivité avec la loi de 2016, vous serez déjà pour partie en début de conformité avec ce RGPD. Toutes ces différentes données sont aujourd'hui débattues devant le Sénat. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, le RGPD n'a pas besoin de transposition, puisqu'on est sur un règlement communautaire. Donc il n'y a pas de loi de transposition. Il est applicable dès demain, c'est pour de vrai, dès demain, c'est comme ça qu'il est vu. Par contre, en même temps que le RGPD, a été pris une directive police, qui également a trait aux sanctions pénales qui ont lié à la gestion de la donnée. Cette directive, elle, a besoin d'une loi de transposition. Donc aujourd'hui, au Sénat, est encore débattue une loi qui tente de faire, on va dire, une synthèse entre le RGPD, qui doit être pris intégralement, la directive police qui fait l'objet d'une loi de transposition, et la loi informatique et liberté, et toutes les particularités qu'elle a, et le droit français, on va dire, de la donnée. Donc on va avoir, à mon sens, une loi à l'avenir qui va être incompréhensible et qui risque d'être en contradiction dans ses propres articles. Voilà, c'est pour le contexte global de la législation sur la donnée. Pour rentrer un petit peu plus en détail dans le RGPD, ce qu'il faut savoir, c'est que le RGPD, c'est 173 considérants, 11 chapitres, 99 articles. Donc aujourd'hui, en 1h30, on va avoir du mal à vous présenter en totalité le RGPD, et en faire de vous vraiment des adeptes du RGPD. Pourtant, cette réglementation doit être appliquée par les organismes publics de manière générale. Alors, le RGPD, pour vous le présenter synthétiquement, puisque 99 articles ne vont pas être présentés en quelques minutes aussi simplement, il y a quelques grands axes, quelques grands principes. Le premier grand principe de la RGPD, c'est qu'on opère un changement de paradigme. Changement de paradigme, ça veut dire qu'on passe d'une logique de contrôle du collecteur et gestionnaire de la donnée à une logique de responsabilisation du collecteur et gestionnaire de la donnée. Ce qui veut dire qu'on passe dans une logique anglo-saxonne où la personne qui va collecter et gérer la donnée va être entièrement responsable de celle-ci et de son traitement et de toutes les failles qui peuvent avoir lieu dans la gestion de cette donnée. C'est une logique, encore une fois, assez anglo-saxonne qu'en France, on n'a pas l'habitude de mettre en œuvre. Et ça, c'est très important à prendre en compte dans la logique de votre collectivité et des personnes publiques dans lesquelles vous êtes, car elles vont être responsables, chose qu'elles n'étaient pas aujourd'hui. Deuxième, je reviens parce que cette responsabilisation est reprise à l'article 24 du règlement général pour la protection des données, où c'est vraiment écrit noir sur blanc. Donc, on ne peut pas passer à travers, on ne peut pas dire qu'on n'est pas responsable. C'est cette logique et ce changement de paradigme qui fait aujourd'hui que la RGPD est partout. Alors je ne sais pas si vous avez eu votre boîte mail inondée de la part de l'ensemble des sites sur lesquels vous êtes inscrits, mais la RGPD va s'appliquer pour tout le monde et
Tout le monde en a peur. Deuxième grand principe, alors qui n'est pas repris sur le PowerPoint forcément, c'est le principe de mise à jour permanente et examen périodique de la collectivité, en tout cas du gestionnaire et du collecteur de la donnée. Vous avez l'obligation, une fois que vous vous êtes mis en conformité, de vous mettre à jour de manière permanente, c'est-à-dire que pour les années à venir, il ne faudra pas simplement se dire « je me suis mis en conformité avec le RGPD en 2018, donc je suis tranquille ». Non, il faudra vous mettre à jour tous les ans et dès que vous aurez un nouveau projet, un nouveau service public ou que vous modifierez un certain nombre de choses, il faudra vous remettre à jour pour que le traitement de cette donnée soit tout le temps en conformité avec ce RGPD. Troisième grande idée du RGPD, c'est la protection de la donnée dès la conception. C'est-à-dire que dès l'instant où vous souhaitez collecter une donnée, où vous envisagez un projet dans lequel vous vous dites que vous allez devoir collecter une donnée, il va falloir tout de suite avoir le réflexe RGPD. Est-ce que la donnée que je vais collecter, que je vais traiter, est en conformité avec ce RGPD? Ça, c'est vraiment une logique aussi qui n'existait pas jusqu'à présent et qui se cumule avec une deuxième, et qui est la conception, enfin le traitement et la gestion de la donnée à minima, c'est-à-dire minimisation de la donnée. Vous ne devez collecter que des données qui vous sont nécessaires pour le projet pour lequel elles sont collectées. Je prends l'exemple tout simple. À la cantine scolaire, vous allez collecter un certain nombre de données. Les enfants qui vont venir, enfin les élèves qui vont à la cantine, vont vous renseigner un certain nombre d'informations. Par exemple, la situation de leurs parents, mariés, divorcés, et pourquoi pas un certain nombre d'informations médicales, notamment des allergies. Vous ne pouvez pas collecter d'autres données que celles qui sont indispensables à la cantine. Vous ne pouvez pas, par exemple, collecter des données qui vont avoir trait... Alors, une question politique, par exemple, elle est traitée différemment par le RGPD, mais clairement, vous ne pouvez pas collecter autre chose que celles qui sont nécessaires pour votre cantine scolaire. Et ça, il faut bien que vous le preniez en compte, parce que si vous outrepassez cette collecte, si vous allez un peu trop large dans votre collecte de données, vous allez être dans l'illégalité par rapport au RGPD. Et ça risque d'entraîner des sanctions par la suite. Enfin, quatrième point, alors je ne sais pas si... Ouais, voilà. Quatrième point, le RGPD, pour pallier, on va dire, à la libéralisation d'un côté de la donnée, met en place un certain nombre de droits pour les dépositaires de la donnée. Alors, premier droit, on va dire, il y a de nouveaux droits, la question de la portabilité de la donnée. Le collecteur de la donnée, donc la collectivité, doit être en mesure de restituer la donnée de manière aisément utilisable à son dépositaire. Donc ça, vous devrez prévoir dans vos procédures la mise en œuvre de cette portabilité. Deuxième, alors qui ne concerne pas forcément les petites collectivités, mais qui peut concerner les plus grandes, les départements ou les régions, la question de l'intégration des actions collectives. Il existe désormais une action de classe, comme ça a été envisagé dans le cadre de la loi Hamon, à l'encontre de certaines personnes qui sont collecteurs et gestionnaires de données. Donc ça peut faire effectivement, on va dire, des vagues. Deuxième point que je vais reprendre après dans le cadre de la responsabilité, le droit à réparation. Tout simplement, le RGPD intègre clairement et distinctement un droit à réparation du dommage et du préjudice qui peut découler du mauvais traitement de la donnée. Imaginons que vous ayez une faille de sécurité et que votre donnée soit piratée, qu'il y ait une usurpation d'identité du fait de cette donnée volée, ou en tout cas de cette faille de sécurité. Vous serez responsable du préjudice moral, du préjudice financier, pourquoi pas du préjudice matériel qui pourrait en découler. Et ça, c'est très important. Ensuite, on a le droit à l'effacement de la donnée, la suppression et effacement de la donnée. Alors ça, c'est assez simple, mais dès que le dépositeur de la donnée vous le demande, vous devez être en mesure de l'effacer rapidement. Et ensuite, on a l'encadrement du profilage. Alors, c'est un petit peu complexe. Voilà, c'est un nouveau droit qui est apparu, mais globalement, vous n'avez pas le droit de profiler vos données. C'est-à-dire que si vous collectez des données les unes des autres, vous n'avez pas le droit de les synthétiser pour en faire quelque chose, pour profiler la donnée et trouver la personne. Si vous recroisez plusieurs fichiers, à un moment donné, vous allez, même si vous anonymisez, vous retrouverez une personne, vous retrouvez un certain nombre de conditions. Le profilage de la donnée est très utilisé par les sociétés privées, les sociétés commerciales, pour trouver des clients. Les collectivités, c'est un petit peu moins la logique. Et oui, pardon. Et le dernier point, le RGPD intègre énormément de nouvelles définitions. Alors, je ne vous les ai pas mis.
elles font plusieurs lignes. Les grandes définitions qui sont mises à jour, c'est la notion de données et la notion de traitement de la donnée. Ces définitions sont très importantes. Le RGPD a conçu les nouvelles définitions le plus largement possible, ce qui fait que dès que vous collectez la moindre donnée, de manière très très lointaine, vous allez rentrer dans le champ d'application du RGPD. Et dès que vous allez la traiter d'une quelconque manière que ce soit, vous rentrez dans le cadre du RGPD. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le RGPD, ce n'est pas un choix que vous avez pour les collectivités, ce n'est pas un choix que vous avez pour certaines entreprises, c'est réellement une obligation. Et vous devez être, à mon sens, proactif pour éviter les questions de responsabilité que je vais aborder tout à l'heure. Oui, donc merci de cette introduction. Donc maintenant, on va regarder comment ça va se passer en pratique dans vos collectivités. Donc comme l'a dit Aurélien, à partir du 25, la première action à faire est de désigner un pilote. Ce pilote, il s'appelle délégué à la protection des données ou en anglais Data Protection Officer. Une fois que cette personne est nommée, donc il va, ce qu'a dit Aurélien, commencer à cartographier les traitements. Donc je prends un exemple, ça peut être l'état civil, ça peut être la cantine, ça peut être la paye, ça peut être le fichier des associations. Et derrière tout ceci, on va vérifier, collecter les informations et mettre en place une grille d'analyse. Et cette grille d'analyse, qui fait à peu près 2 pages, vous permettra de ce qu'on avoir un registre. Donc ce pilote, il va être là pour accompagner le responsable des traitements. Donc le responsable des traitements, c'est le président ou c'est le maire. Et le délégué à la protection des données, c'est un peu son commissaire aux comptes données personnelles qui va mettre en place une comptabilité données personnelles avec certains éléments qui sera preuve que votre collectivité est en œuvre. Si le jour la CNIL vient chez vous, vous lui présenterez un ensemble de dossiers de votre responsabilité, comme l'a dit Aurélien. Une fois qu'on a fait cette cartographie, effectivement, vous allez voir qu'il y a quelques trous de sécurité ou quelques informations qui ne sont pas prises en compte. Donc là, il faudra trouver un peu de temps, un peu d'argent et un peu de budget pour se mettre en conformité. Gérer les risques, donc il n'y a pas au sens du RGPD, ce qu'a dit Aurélien, c'est qu'il y a 3 types de données. Il y a les données d'identification, donc celles qui nécessitent très peu de collecte et de contrôle. Les données dites sensibles, donc c'est tout ce qui va être données médicales, religieuses, sexuelles ou syndicales. Et les données perçues à risque, donc qui peuvent être le numéro de sécurité sociale, les informations bancaires, sur lesquelles il faudra vérifier que votre système d'information ne met pas en place des fuites potentielles. Organiser les processus internes, donc c'est comment on va s'organiser en interne pour faire remonter de l'information, la collecter et vous tenir prêt à jour si un jour il y a un audit de la CNIL. Et documenter la conformité, c'est un ensemble de documents qu'il faudra tenir à jour sur votre serveur ou sur l'intranet de la collectivité, puisque ces documents seront à la fois accessibles aux agents, mais peuvent être accessibles aussi au niveau du privé. Si on va sur le site de la ville de Limoges, toute leur politique de données de protection des données est affichée, donc ça donne une valeur numérique et une valeur d'image de marque à cette collectivité. Alors, parmi les 99 articles du RGPD, il y a l'article 37, donc c'est la désignation obligatoire d'un délégué à la protection des données. Donc pour ceux qui étaient correspondants informatique et liberté, donc je crois qu'il y en a un dans la salle, au niveau du syndicat d'électrification, donc il faudra passer délégué à la protection des données. Donc tout son métier et ses missions sont décrites au niveau de l'article 39. Donc cette personne, ou cette société, ou ce consultant, c'est d'abord une mission d'avis et de conseil auprès de son élu référent, donc auprès de son président ou de son maire. Sa mission, c'est de vérifier qu'il y a un bon contrôle et une bonne mise en conformité. Donc par rapport à ce qu'a dit Aurélien, vous allez lancer une étude, vous allez lancer un appel d'offres pour un logiciel de paye ou de comptabilité. Eh bien, il faudra vérifier que l'appel d'offres est bien compatible avec le RGPD, qu'on a bien mis en place toutes les recommandations qui ont été vues avant. Et le rôle du DPO, du DPD, c'est de vérifier que l'aspect libertique informatique est bien vérifié au terme de l'appel d'offres. Donc un délégué à la protection des données intervient en amont du processus de recherche d'un logiciel par exemple. Et il intervient aussi en aval pour valider que le projet est bien compatible avec le RGPD. Quitte peut-être à se mettre en contre avec un service des marchés qui aurait plutôt été allé vers un logiciel qui n'est pas conforme avec le RGPD.
Et puis effectivement, ça peut être une mission de point de contact et de coopération avec l'autorité de contrôle. Donc c'est la première personne que la CNIL appelle. Donc moi je suis délégué à la protection des données pour quelques collectivités. Donc dans la base de contact de la CNIL, il y a mon nom, mon prénom, mon email. Et s'il y a un problème pour cette collectivité, c'est moi qu'on appelle en premier pour vérifier que tout est en ordre. Donc cette personne a une responsabilité et devra savoir négocier du temps, du budget ou de l'argent pour faire sa mission, parce que c'est un interne, c'est une mission en plus. Alors, la protection des données peut être faite en interne, en externe ou mutualisée. Donc interne, par exemple, c'est un agent de la collectivité qui a été nommé par son président, qui a été nommé par son maire. Donc cette proposition d'action a été proposée au conseil municipal, au conseil communautaire, et cette personne a été nommée déléguée à la protection des données. Cette délégation se manifeste par une lettre de mission avec des objectifs et avec du temps alloué pour le faire, et en sachant que lorsque vous êtes délégué à la protection des données, dans le cadre de cette mission, vous ne rendez compte qu'à votre hiérarque, donc le président ou le maire. Vous ne rendez pas compte à votre chef de service éventuel. Externe, deux typologies d'externes aujourd'hui. Ça peut être un externe autorité publique ou autorité, personne morale. Donc on s'oriente de plus en plus vers des sociétés qui assurent la fonction externe de DPD externe. Et mutualiser ce qui peut vous intéresser, donc à l'échelle d'une collectivité, à l'échelle d'une intercommunalité. Vous êtes une interco, vous avez une vingtaine de mairies avec vous. Une seule personne ou plusieurs personnes peuvent être mutualisées pour faire la même chose, parce qu'une mairie ressemble à une mairie, bien entendu. Certaines peuvent avoir un CCAS, d'autres ne peuvent avoir de CCAS, d'autres avoir une police municipale ou pas. Donc la mutualisation est très efficace au niveau d'un département, par exemple. Alors, les questions clés, lorsque vous allez voir vous-même ou voir votre élu pour mettre en place cette fonction, cette mission, est-ce que je désigne une personne physique parce que j'ai une compétence à l'intérieur de la collectivité, ou est-ce que je désigne une personne morale? Donc en gros, c'est un externe qui va le faire au travers soit d'un syndicat mixte, soit au travers d'une société qui a les compétences pour le faire. Donc effectivement, il y a 3 volets pour être un bon délégué à la protection des données. Donc il faut à la fois une expertise juridique, une expertise fonctionnelle et une expertise technique, et aussi savoir le temps et la volonté et l'envie de le faire. La position hiérarchique du délégué à la protection des données doit veiller à l'indépendance et à l'absence de conflit d'intérêts. Si par exemple vous avez un sous-traitant qui fait 90% de votre marché de maintenance informatique et 90% de votre sous-traitance en logiciel, il ne peut pas être juge et partie sur le choix et l'application des méthodes. Et puis la structure, donc le délégué à la protection des données ne travaille pas tout seul, il va faire absolument travailler d'autres collaborateurs, dont son directeur général des services qui est en charge de piloter l'opération. Il aura aussi en charge de travailler rapidement avec son service des marchés, puisque là vous êtes dans une chaîne de valeur et de confiance. Donc le responsable des marchés ou le service des marchés devra vérifier que les sous-traitants ou prestataires que vous avez sélectionnés ou qui ont des renouvellements de convention avec vous doivent être compatibles avec le RGPD. Donc pour vos fournisseurs qui ne sont pas encore manifestés en disant qu'ils sont dans cette démarche de mise en conformité du RGPD, donc il y a beaucoup de boîtes qui le font, je vous invite à écrire à tous ceux qui ne l'ont pas fait un texte du type la ville de Ludon-Bédoc se met en conformité avec le RGPD, nous aimerions savoir quelle est votre démarche et comment on va renouveler nos contrats en conformité avec le RGPD. Donc faire voir aux fournisseurs que vous intéressez à la chose. Je repasse la parole. Alors, donc, je vous disais tout à l'heure qu'on a un changement de paradigme et désormais, le collecteur et gestionnaire de la donnée va être entièrement responsable. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de responsabilité? C'est souvent ce qui fait un peu peur aux acteurs de la donnée. Alors la première des responsabilités, elle n'est pas indiquée ici, bien évidemment, c'est vis-à-vis de vos administrés.
ils vous font confiance en vous donnant une donnée. À vous, certainement, de ne pas rompre cette confiance et de ne pas perdre votre donnée. Mais au-delà de ça, vous avez 3 types de responsabilités qui doivent être envisagées. La première des responsabilités, elle est vis-à-vis de la CNIL. Pourquoi ? Non, mais il n'y a que celui. Responsabilité vis-à-vis de la CNIL. Pourquoi ? Le RGPD a une nouvelle fois augmenté les compétences de la CNIL. Alors, augmenter les compétences en matière d'investigation et de sanctions. Désormais, les autorités nationales au niveau européen sont considérées comme l'élément central et unique de la gestion de la donnée dans le pays. Donc, la CNIL va être un acteur essentiel. Désormais, alors, en termes d'investigation, elle va pouvoir réaliser des enquêtes, quand même assez lourd, se faire communiquer tout document ou information, avoir accès à toutes les données à caractère personnel et à toute information utile. Donc là, c'est assez vague, la notion d'information utile, ce n'est pas encore défini. Accéder aux locaux de la personne, donc elle va pouvoir venir chez vous concrètement et physiquement. Et il faudra lui notifier toute faille de sécurité dans les meilleurs délais. Donc là, attention, dès que vous vous apercevrez qu'il y a une faille dans la sécurité, dans la gestion de vos données, vous devrez en avertir la CNIL pour tout simplement avoir une démarche proactive et prouver votre bonne foi dans le cadre de la gestion de votre donnée. Et ça, c'est assez important en termes de responsabilité parce que ça peut avoir des conséquences assez lourdes par la suite. Et ensuite, elle peut procéder à l'examen des certifications nécessaires. Bon, ça, c'est un petit peu différent. Concernant les sanctions, alors, la sanction, elle va se faire en 3 temps. Tout d'abord, il y aura un avertissement de la CNIL de mise en conformité. Ensuite, il y aura une mise en demeure. Et si la mise en demeure n'est toujours pas respectée, il y aura une sanction. Alors, la sanction, elle va être effectivement celle qui fait le plus peur et celle dont on a beaucoup parlé et qui a été évoquée tout à l'heure. C'est 4% du chiffre d'affaires mondial. Hein, on parle de chiffre d'affaires mondial pour les entreprises privées. Donc, ça peut être pour certaines entreprises colossales. Pour les collectivités, ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros. Alors, entre 0 et 20 millions d'euros, vous allez me dire, il y a une marge énorme. Oui, il y a une marge énorme. Concernant les autres possibilités de sanctions, elle va pouvoir limiter le traitement de la donnée par la collectivité, suspendre les flux de données. Donc, elle va pouvoir également vous empêcher de collecter un certain nombre de données si vraiment elle estime que le RGPD n'est pas respecté. Ce qu'il faut voir aujourd'hui vis-à-vis de la CNIL, pour en avoir discuté avec certaines personnes de la CNIL, et avocats et des intervenants en RGPD, aujourd'hui la CNIL n'est pas dans une démarche de sanction vis-à-vis des organismes publics. On n'en est pas là. Elle est plutôt dans une démarche d'accompagnement pour la mise en conformité. C'est-à-dire que la sanction de 20 millions d'euros, elle ne va pas tomber demain sur votre collectivité. Par contre, si ce n'est pas dans l'année qui vient, dans les 4 ou 5 ans, ça on ne peut pas vous le dire. C'est-à-dire qu'elle va vous accompagner au début pour la mise en conformité. Par contre, pour le reste, si dans 2 ou 3 ans vous ne vous êtes pas mis en conformité, quelle sera l'attitude de la CNIL à ce niveau-là ? Ça, pour l'instant, ce n'est pas défini. Deuxième responsabilité, et pas des moindres, la responsabilité financière de la personne publique. Alors, je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle. Globalement, la responsabilité de l'administration n'est ni générale ni absolue. Vous avez 3 types de responsabilités. La responsabilité pour faute lourde, c'est-à-dire la responsabilité dans le cas d'une faute particulièrement grave pour un service public qui intervient dans des conditions spécifiques. On pense souvent aux services de police, par exemple, qui peuvent intervenir dans une situation d'extrême urgence. Donc là, il va falloir une faute lourde de l'administration pour pouvoir engager sa responsabilité. Dans le cadre du RGPD, cette faute me semble devoir être évacuée. Enfin, cette responsabilité pour faute lourde me semble devoir être évacuée. Responsabilité pour faute simple. Cas de responsabilité classique où la victime devra prouver une faute de l'administration, un lien de causalité et son préjudice. Donc, il faudra prouver une faute de l'administration. Concernant le RGPD, je ne suis pas convaincu qu'on soit aujourd'hui dans cette logique-là. La responsabilité, la dernière des responsabilités, responsabilité sans faute de l'administration. Qu'est-ce que la responsabilité sans faute ? C'est une responsabilité dans laquelle le juge en fait considère que pour ne pas faire supporter des charges excédant l'usage normal, par exemple d'un ouvrage public, on va rétablir le déséquilibre en indemnisant la victime sans que celle-ci n'ait à prouver de faute. Donc on a 2 éléments, la notion de rupture d'égalité devant les charges publiques et la notion de renversement de la charge de la preuve. Dans ce cadre-là, la personne publique va devoir démontrer qu'elle n'a pas commis de faute dans la gestion d'un ouvrage public, dans la gestion de son service public. Ce qui veut dire que c'est à l'administration de prouver sa bonne foi dans ce cadre-là. Et il y a de fortes chances que dans le cadre du RGPD, on s'oriente vers cette responsabilité-là. C'est-à-dire que la victime ne sera pas à même
d'expliquer comment vous avez perdu les données, comment vous avez maltraité cette donnée et pourquoi elle a eu son préjudice. Dès lors, ce sera à vous, administration, de prouver que votre géré a été bien collecté, bien géré et que la faille de sécurité a par exemple été dénoncée à la CNIL dès le départ et que vous avez tout mis en œuvre pour arrêter cette faille de sécurité. Ça risque de faire un peu mouche si on a une jurisprudence qui va dans ce sens-là, et ce qui à mon avis est le plus évident, c'est une responsabilité sans faute de l'administration dans la gestion de la donnée. Ce qui veut dire que la responsabilité financière de la collectivité pourra être très importante si, comme tout à l'heure je vous l'expliquais, on a une usurpation d'identité d'une personne avec tous les préjudices qui peuvent être liés. Dernière responsabilité, celle qui fait peur aux élus en règle générale, la responsabilité pénale. Alors, la responsabilité pénale aujourd'hui, elle existe déjà, elle est déjà dans le code pénal. Ce sont les dispositions de 226-16 du code pénal et quelques autres dispositions comme les dispositions 432-9 du code pénal qui prévoient déjà, on va dire, les infractions qui sont liées au mauvais traitement et à la mauvaise gestion de la donnée. Le RGPD ne les modifie pas en substance pour le moment. C'est-à-dire que le RGPD n'a pas ce volet pénal qui est vraiment intégré dans ces dispositions et le code pénal n'est pas modifié tout de suite. Donc, cette responsabilité pénale, elle n'a pas changé. Elle existe. Il faut que, dans le cadre de la gestion de votre donnée, si vous la détournez, il y ait un élément moral et un élément intentionnel. Ça, ce sont les éléments classiques de responsabilité pénale. Donc, avant d'être condamné en matière pénale pour un élu, il va falloir qu'il y ait quand même une volonté de sa part de détourner une donnée. Par contre, là où j'attire votre attention, et là où j'ai malheureusement pas pour le moment de réponse concrète à vous donner, c'est que la loi qui est actuellement débattue au Sénat parle et envisage la transposition de la directive police. Et cette directive police, elle, envisage un certain nombre de modifications des sanctions pénales qui peuvent être liées au mauvais traitement de la donnée. Donc ça, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à vous donner, ou si je vous en donne, ce ne sera pas forcément celles qui vont être appliquées. Je vous invite à faire attention à ce qui va être dit à l'avenir sur ces questions en matière pénale et sur la responsabilité qui peut être encourue par les élus dans le cadre du mauvais traitement et de la mauvaise gestion de la donnée. Voilà. Oui, donc effectivement, pour continuer dans ce que vient de dire Aurélien, je voudrais vous citer un exemple avant et après. Donc là, c'est pour une collectivité, je vous rassure tout de suite, qui est hors Aquitaine, qui avait mis en place un compte famille. Et des familles se sont vues à payer une fois, deux fois, trois fois la même facture. Donc ils se sont un petit peu inquiétés. Ils ont contacté le service famille de la collectivité et sont aperçus que la collectivité n'était pas au courant. Donc en appelant l'éditeur et l'hébergeur, qui effectivement étaient sous-traitants et co-traitants de l'opération, l'hébergeur nous a dit « Oui, j'ai eu un petit souci, j'ai été hacké il y a une dizaine de jours, et donc j'ai reconstitué la base de données à la date du jour, donc ce qui fait que mon système d'information est un petit peu décalé. » Donc aujourd'hui, avec le RGPD, ce genre de choses ne pourrait plus se passer, parce que premièrement, le sous-traitant ou l'hébergeur devra annoncer à la CNIL et à son client qu'il y a une faille de sécurité. Donc au bout d'un moment, on arrête tout et on remet tout conforme. Lorsque vous avez une faille de sécurité, des éléments peuvent partir dans la nature. Donc vous avez peut-être le même code d'accès ou le même mot de passe pour votre compte bancaire et vos comptes famille. Donc c'est un petit peu dangereux. Et donc on a remis en place le contrat de service avec cet hébergeur. Donc au lieu d'avoir une sauvegarde journalière, on est allé un peu plus loin. On a pris une sauvegarde sur 3 semaines pour récupérer les hackings. Et on a mis en place un protocole d'information et d'exigence par rapport à cette détection de failles. Donc, l'article de faille de sécurité du RGPD, dans ce cadre-là, n'avait pas été appliqué. Donc, voilà un peu un exemple concret. Donc, une des premières missions que vous aurez à faire en retournant dans vos mairies pour lundi, c'est de vérifier vos contrats avec vos fournisseurs, s'ils sont bien compatibles avec le RGPD et quand est-ce qu'ils comptent s'y mettre. Alors, comme l'a dit notre juriste, c'est à vous de prouver que vous êtes en conformité. Donc, cette conformité, elle se prouve par une traçabilité. Donc, en anglais, traçabilité peut se dire comptabilité ou accountability. Donc, ce qui veut dire que vous allez mettre en place un grand classeur où vous aurez plusieurs informations à mettre dedans. Donc, dans ce classeur, le premier élément, c'est ce qu'on appelle le registre des traitements qui va mettre en avant les fichiers manipulés. Le deuxième contenu, ça va être vos formulaires de collecte et vos formulaires et vos contrats. Formulaire de collecte, vérifier que toutes les informations
nécessaires sur le formulaire sont bien minimalistes et que toutes les informations me donnant mes droits sont bien indiquées. Ça va être aussi ce qu'on appelle votre charte informatique et votre règlement intérieur, de vérifier que tous vos agents et vos collègues sont bien formés à ce règlement et utilisent bien les outils. Ça va être aussi la partie vérification de la sécurité, que tout le monde met bien en place, ses anti-spam, ses antivirus, et que la liaison qui quitte la mairie de Ludon-Médoc est bien sécurisée par un lien qu'on appelle en jargon SSL. Et ça va être aussi, pour certaines entités, prouver que j'ai bien donné mon consentement lorsque j'ai rempli un formulaire de collecte. Donc voilà, toutes les informations nécessaires. En plus, par rapport à la CNIL et comparé au RGPD, ce que vous a dit Aurélien tout à l'heure, vous avez des droits. Donc le droit d'accès, c'est effectivement avoir stipulé quelque part dans votre organisation que lorsque je demande accéder à mes fichiers, j'ai bien l'adresse postale ou l'email pour faire ma demande avec laquelle je peux joindre ma carte d'identité pour effectivement demander mes fichiers. De mémoire, je crois que vous avez 1 mois pour le faire. Si dans les 1 mois, vous ne l'avez pas rendu, je peux appeler la CNIL qui va vous donner l'ordre de le faire pour moi. Donc il faut s'organiser en conséquence pour ce genre de choses. Le droit à la portabilité, effectivement, choisir des logiciels qui vous permettent de restituer les données, je vais dire dans un temps correct et sous un format correct qui peut être lu par tout le monde. Donc là, je travaille en ce moment pour des banques. Ça les embête un petit peu, mais je peux aller voir ma banque et lui demander mon dossier personnel pour prendre des données et aller faire un autre devis ailleurs. C'est aussi pour la téléphonie. Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi d'autre? On ne va pas le parler aujourd'hui, mais c'est ce qu'on appelle les analyses de risque. Donc c'est vérifier que des fichiers à haut risque sont bien protégés. Donc là, vous en aurez peut-être au niveau du centre communal d'action sociale. Oui, j'en profite. Pour une collectivité, pour une mairie, vous avez un CCAS et une mairie. Ça vous fait 2 registres de traitement parce que vous avez 2 responsables, même si c'est la même personne physique, parce que vous avez 2 numéros de SIRET. Alors on vient de voir les travaux que vous avez à faire. Alors même si lundi vous n'avez pas désigné votre DPO ou DPD, vous pouvez commencer à faire le tour de vos services et collecter les formulaires de collecte, vérifier que sur les formulaires de collecte vous avez bien toutes les mentions d'information et commencer à ranger dans un classeur numérique sur votre intranet ou sur votre serveur toutes les données potentiellement compatibles qui vont vous servir à faire le registre d'activité de traitement. Là, je le fais pour une banque et une grande entreprise dans le monde de la santé. C'est quand même du boulot à faire, donc il vaut mieux commencer dès lundi et ne pas attendre plus longtemps. Schématiquement, les questions à se poser, c'est quelle finalité? Donc dans une collectivité, il y a des finalités régaliennes, il y a l'état civil, il y a la liste électorale, il y a les élections. Il y a le recensement militaire, il y a la gestion des cimetières. Donc ça, au sens du registre des traitements, c'est une activité. Et en face, on met un traitement et on vérifie que ce traitement est bien fait par un sous-traitant et que ce sous-traitant a engagé sa responsabilité éventuellement. Où sont stockées les données? Donc soit in situ dans votre collectivité ou hébergées à l'extérieur. Donc in situ dans votre collectivité, c'est-à-dire c'est vous qui garantissez qu'il n'y avait pas de fuite de données éventuelle. Alors fuite de données, ça peut être par Internet, mais ça peut être aussi un stagiaire qui a fait plein de photocopies et qui est parti avec des fichiers Excel sous le coude sur une clé USB. Et si c'est hébergé à l'extérieur, c'est de vérifier avec vos hébergeurs qu'ils sont bien compatibles avec le RGPD et qu'ils ont toutes les garanties de protection des données et qu'ils ont mis eux aussi en place les modules d'alerte sur les failles de sécurité et que tous les protocoles sont bien mis en place. Et un sujet très important, tout à fait en bas à droite, jusqu'à quand sont conservées les données. Donc ça rejoint ce qu'a dit Aurélien tout à l'heure. Donc à chaque instant, une donnée doit être juste, vérifiée et auditable. Et elle doit rester, par exemple, pour la durée du traitement. Dans un centre communal d'action sociale, par exemple, tout ce qui concerne le mouvement de RSA, si au bout de 2 ans, la personne n'a plus touché de montant de RSA, il doit être supprimé des fichiers. On ne doit pas le garder au cas où cette personne reviendrait. Donc la loi vous oblige à détruire les données par rapport à des règles de gestion. En règle générale, quand je fais des missions dans les collectivités, je me perçois qu'on garde beaucoup de choses.
parce que finalement on a de la place et on garde, et souvent parce qu'on ne connaît pas forcément le code des collectivités territoriales pour appliquer des dates d'archivage ou d'instruction. Donc ça, c'est un sujet important. Et souvent, on fait demander l'intervention des archives départementales pour nous aider à archiver et mettre en place des plans d'archivage. Alors, le sous-traitant, c'est l'article 28. Donc, dans la chaîne de confiance, le sous-traitant devient co-responsable. Si lui a répondu à un appel d'offres en disant qu'il a mis un système de purge, d'archivage et destruction de données et qu'il a signé de CCAP ou CCTP, il engage sa responsabilité même s'il ne l'a pas fait. Si dans 2 ans vous avez percevé que ce n'est pas fait, vous êtes redevable, il est redevable de vous le faire. Et si vous-même, au niveau de votre analyse de marché, vous n'avez pas vérifié que ce sous-traitant est compatible à l'article 28, votre service des marchés et vous, en tant que DPO ou DPD, aurez fait une erreur parce que vous avez pris un sous-traitant qui n'est pas conforme à la loi. Donc là, le renforcement de la confiance passe aussi par une meilleure gestion de vos marchés, des contrats un peu plus décrits et des conventions de télémaintenance un peu plus sophistiquées que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on fait des missions dans les collectivités, c'est souvent un bon de commande, mais il n'y a pas grand-chose derrière de décrit, donc il faut aller un peu plus en précision dans la description des choses. Et lorsqu'un sous-traitant fait lui-même appel à un sous-traitant, il faut vérifier que vous êtes d'accord avec ce nouveau sous-traitant et que c'est le sous-traitant initial qui lui-même sera responsable. Donc là, je travaille pour un GIE qui est sous-traitant de sous-traitant. Il est en train de rationaliser la chaîne de confiance, chaque sous-traitant devant être conforme à la loi depuis le premier jusqu'au dernier. Donc comme l'a dit Aurélien, tous ces documents vous serviront en cas de problème ou en cas de conflit. Et en amenant des classeurs bien documentés, ce sera des preuves de votre bonne foi que vous avez tout mis en œuvre pour protéger vos données. Alors, pour lundi, effectivement, on peut commencer contrat de service avec les sous-traitants et les prestataires, donc une relecture complète. Pour ceux et celles qui ont une équipe informatique ou des sous-traitants informatiques, la CNIL propose un questionnaire avec une 40aine de questions. On l'a fait passer dans certaines collectivités. Ça donne un taux de couverture et après à la collectivité d'améliorer ce taux de couverture en termes de sécurité. Formulaire de collecte et les mentions d'information. Au-delà de mentionner que vous avez un accès à vos données et qu'on peut accéder à ces données à l'adresse ci-dessus, le fait de faire le travail de reformulation de collecte et les mentions d'information, on s'aperçoit que dans les mairies, je veux dire de taille moyenne, tous les services font leur formulaire et il y a une déperdition de la charte graphique. Et le fait de réviser tous ces formulaires, on a souvent un deuxième chantier, c'est remettre en place une charte de communication et avoir des formulaires autonomes et bien gérés. Et puis après, le délégué à la protection des données viendra mettre en place son dossier de conformité, qui est la compilation de tout ce qu'on vient de voir, plus le registre des traitements. Bon, là, c'était un exemple. Donc, si vous voulez avoir des exemples, vous allez sur le site de la CNIL, qui est très bien équipé, et il vous génère des modèles automatiques en fonction de vos activités. Donc là, on a fait ce formulaire il y a quelques temps pour un salon de coiffure qui avait mis son établissement sur vidéosurveillance. Donc elle a demandé à être en conformité, on lui a fait ça. Donc est-ce qu'on peut voir ce qui est en gras, la finalité du traitement. Donc par exemple, sécuriser les biens et les personnes. Donc on pourrait dire c'est vidéosurveillance du magasin. Dans la mesure où on collecte une information qui est la photo, l'image est une donnée personnelle collectée. Le service chargé de la sécurité des locaux, donc il n'y a que ceux-là qui sont à même de vérifier les données. Donc c'est la même chose dans une police municipale. Seul l'élu et en charge de la sécurité et le chef de l'APM a le droit d'accéder aux données et a le droit de les visualiser, pas les autres. Et puis après, les 3 dernières lignes, c'est votre droit d'accès. Et donc il faut écrire à la Cité Durand, 9 boulevard de la République, et ils vous répondront par recommandé avec vos informations que vous avez souhaitées.
Alors les coûts d'une mise en conformité, donc aujourd'hui il est difficile de donner des coûts. Donc effectivement, ce qu'on ne connaît pas, on part par le bas, c'est la correction des non-conformités, donc vis-à-vis de votre informatique, est-ce qu'il y a des soucis à se faire. Les outils de tenue de registre, alors aujourd'hui existent sur le marché, vous allez avoir des sociétés ou des syndicats mixtes qui vont venir vous proposer leurs services. Et en général, ces sociétés sont équipées de logiciels qui permettent de gérer d'une manière automatique et croisée l'ensemble des données jusqu'à vous donner les dates de réactualisation et de renouvellement de vos contrats avec vos fournisseurs. Autrement, comme je le faisais dans l'ancien temps, ce sont des fichiers Word ou des fichiers Excel que l'on met à jour. Donc effectivement, lorsqu'il y a 20 ou 40 traitements, c'est facile. Lorsqu'on rentre dans des grosses collectivités où il y a 200 ou 400 traitements, il faut avoir des outils. Et le délégué à la protection des données, s'il est agent désigné ou un sous-traitant, il faut bien voir que pour une mission de mise en conformité, ça peut durer plusieurs mois et c'est souvent une demi-personne, une personne à mi-temps pour le faire. Comment, au niveau des petites collectivités girondines, minimiser ses coûts et faire du travail de qualité? C'est ce que l'AMG recommande et c'est ce que je recommande, c'est que les collectivités se réunissent ensemble, puisque la mutualisation de données, la mutualisation de services est recommandée par la CNIL. Donc dès qu'on partage un même niveau de compétences ou un même niveau de service, on peut désigner un délégué à la protection des données. Donc ça peut être un agent de la communauté de communes qui fait pour la communauté de communes et que vous déléguez à chaque commune pour faire son propre registre. Alors je dirais, lorsque vous avez fait un registre, vous en avez fait plusieurs, parce qu'un registre de mairie, ça se ressemble à un registre de mairie. Donc les seules choses qui peuvent changer, ce sont le nom des fournisseurs ou le nom des gens qui tiennent ce registre. On va laisser la parole à l'AMG. Bonjour à tous. Pour celles et ceux que je ne connais pas, Mathilde Ferchaud, juriste et chargée de formation à l'Association des maires. Donc voilà, nous, l'Association des maires de Gironde, on a un petit peu réfléchi sur ce sujet qui demande quand même un petit peu de travail, comme vous l'aurez entendu. Ce qu'on vous propose, en fait, ça va être de désigner un délégué donc, de protection des données au sein d'une commune, pour plusieurs communes, au sein de l'intercommunalité. Libre à vous. Et en fait, ce qu'on vous propose, ça va être 2 modules de formation. Merci. Le premier cycle de formation va être vraiment le démarrage en fait, du processus et à savoir en fait en finalité être capable de produire un pré-registre. Et le deuxième atelier sera donc être capable de finaliser son registre. Je pense que d'ici, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais celle d'après, on vous fera passer un mail en fait en vous précisant quelle est la démarche précise de l'Association des maires de Gironde et comment en fait nous faire savoir quel délégué vous avez désigné pour la protection des données. Et suite à ça, en fait, on vous communiquera les dates de formation pour que vous puissiez vous organiser. Voilà pour l'Association des maires de Gironde. Je ne sais pas si vous aviez... Je vous en prie, allez-y. Écoutez, je vais rester assis parce que je suis un petit peu vieux, mais je vais me relever quand même. Donc on a fait le tour de pas mal de choses. Alors j'ai pas posé la question, est-ce qu'il y a un SIL ou un DPD dans la salle? Est-ce que vous voulez intervenir quelques minutes, Sébastien? Votre vécu. Donc c'est un SIL important, puis il a eu beaucoup de temps et de moyens pour le faire. Donc il va rendre son vécu. Bonjour, Sébastien Marc. Donc je travaille au syndicat d'énergie de la Gironde. Donc on a commencé à mettre en œuvre le paramètre SIL. Et on a créé donc un registre des traitements. Pour ce faire, on est passé par plusieurs étapes. D'abord par une lettre de mission et une lettre aussi à la commission pour le CDG. Par la suite, on a déclaré au niveau de la CNIL, on m'a déclaré à la CNIL en tant que
en tant qu'OSIL, pardon. Ensuite, on a commencé à faire des présentations aux chefs de service pour leur expliquer la venue du règlement et comment ça allait se passer au sein de la collectivité. Suite à ça, on a fait des entretiens individuels avec chaque chef de service pour reconnaître toutes les données à caractère personnel qu'il y avait au sein de la collectivité. Alors on a vu justement qu'il y en avait beaucoup trop, et qu'il y avait des données à caractère personnel qui ne nécessitaient pas la collecte. Suite à ça, donc, j'ai mis en place le registre des traitements qui est mis à jour continuellement. Là, on est au stade des études d'impact sur les données à caractère personnel qui présentaient un risque au sein de notre collectivité. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, c'est très intéressant, mais c'est vraiment un emploi à plein temps. Les missions que j'ai à côté ont diminué pour pouvoir me mettre pleinement sur le règlement européen. Et à l'heure actuelle, je suis la loi qui va arriver justement, qui va peut-être faire des modifications ou autres, mais en ce qui concerne le règlement européen, lui ne bougera absolument pas. Voilà là où j'en suis. Merci. Oui, comme l'a dit Sébastien, la désignation de délégué à la protection des données se fait en ligne. Vous avez un formulaire, il y a 4 étapes. On désigne le nom de la collectivité, donc on met son numéro de sirène, on met le nom du président, on met l'email. La deuxième étape, on met le délégué à la protection des données. Donc c'est soit une personne physique, donc c'est quelqu'un qui peut être de votre collectivité ou de la collectivité avec laquelle vous travaillez, ou ça peut être une personne morale, donc ça peut être un syndicat mixte, ça peut être une société autre, et qui va désigner un délégué physique pour vous. Et à la fin, il y a la validation du responsable des traitements, et vous allez recevoir par Internet, dans la foulée, un certificat avec votre numéro de délégué, donc vous avez un DPD tiré quelque chose, et le président ou le maire va recevoir lui-même la copie de ce document, et il sait qu'à partir de la réception, il peut s'appuyer sur cette personne pour faire le chantier. Est-ce qu'il y a d'autres délégués ou SIL dans la salle ? Quelle est la première question ? Qu'en est-il des associations ? Pour les associations, c'est la même chose. Vous avez un président, vous collectez des données personnelles. Alors moi j'étais président d'une association, j'avais 10 ou 5 camarades dessus. Si je perdais mon fichier, c'était pas bien grave. Mais des associations qui vont gérer, des établissements médico-sociaux, qui vont gérer eux. Alors oui, eux ils ont besoin d'un DPO dès le 27. Et eux, ils ont besoin de vraiment protéger parce que vous allez tomber sur des personnes sensibles sur lesquelles il faut mettre tout en place pour protéger leur vie privée. Donc les associations, c'est le même règlement pour tous dès qu'on manipule des données privées. Désolé. Bonjour, je suis Alicia Friedman, adjointe dans une petite commune à Gelos, à côté de Pau, vice-présidente du CCS aussi. Et ma question, j'ai plusieurs questions en fait. La première, c'est vrai que c'est pas un manque de, c'est pas de la mauvaise volonté dans la collecte des données, mais je pense qu'on est très mal renseigné en fait sur ce qu'on peut demander ou pas, puisque les membres de la commission généralement sont très exigeants sur connaître le passif un peu de ces personnes-là, pour connaître les antécédents et voir l'évolution, s'il y a effectivement une volonté de cette personne d'avancer ou pas, ou de venir régulièrement demander les aides. Donc la première question, c'était, on demande beaucoup de choses, mais quelle est la limite ? Est-ce qu'on se l'impose à nous, est-ce qu'on peut se l'imposer à nous-mêmes, ou est-ce qu'on a des documents qui nous imposent la collecte de données en fait, ce qu'on peut demander ou pas, premièrement. Une première réponse, après vous ferez la deuxième. Donc la première des choses, donc ça peut être aussi un réflexe, comme l'a dit Aurélien, de minimiser mes informations. Donc il m'est arrivé de voir dans des centres communaux d'action sociaux la préinscription à la crèche.
Donc en donnant le nom, le prénom et les raisons pour lesquelles je fais une préinscription. Ces documents vont à la commission qui dit oui ou qui dit non. Dans certains CCAS, ils m'ont dit je mets le numéro de sécu en plus parce qu'au cas où ça serait pris, j'aurais pas besoin de le recommander. Donc là, c'est le numéro de sécu dans ce formulaire n'est pas à mettre puisque la finalité du traitement, c'est dire oui ou non, j'accepte cet enfant à la crèche. C'est sur le dossier d'inscription que vous demanderez le numéro de sécurité sociale. Après, ce que l'on voit, et là vous avez raison, c'est que le code de l'action sociale est très très peu connu des gens qui travaillent dans les CCAS. Le code général de l'équité territoriale n'est absolument pas connu. Donc la première des choses, c'est bien les connaître. Et donc ça va disparaître, mais il y a 3 autorisations au niveau de la CNIL qui sont la 46, 47, 48 qui peuvent vous donner un cadrage sur cette réglementation. L'autre sujet aussi, c'est, comme le disait Aurélien, c'est vérifier le droit d'accès, parce que j'ai vu des auxiliaires de vie partir avec tout le dossier soigner des gens. Il n'y avait pas besoin de connaître leur antécédent, je vais dire, pénitentiaire ou pénal ou financier. Donc il y a aussi beaucoup de bon sens dans la collecte. Et après, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bien connaître le droit à l'oubli ou le droit je vais dire, à la suppression des données. Dans le domaine du social, en règle générale, au bout de 2 ans, s'il n'y a pas de mouvement, on détruit. Après, ce que je vois quand je visite des mairies, j'ai encore des classeurs où il y a 2002, 2003 et qui gardent par habitude. Et ça mériterait d'être détruit à minima pour gagner de la place. Bon, je vous laisse compléter. C'est bon ? Bon. Juste une autre question par rapport à l'état civil. Tout à l'heure, vous disiez que quand on se rend au guichet, enfin à l'accueil de sa mairie, on peut avoir un acte intégral d'un extrait de naissance, par exemple. Et là, les règles sont bien strictes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander si on n'est pas marié, si on n'est pas le parent, etc. Enfin, il y a quelque chose de bien strict. Par contre, sur Internet, on peut faire cette même demande d'acte en scannant des documents. Et là, en fait, je trouve ça très hypocrite puisque je peux très bien prendre le livret de famille ou la carte d'identité de mon conjoint avec qui je ne suis pas mariée ou de ma voisine à qui je peux intercepter des documents et demander cette même acte de naissance. Et là, je trouve qu'au niveau de la protection des données, on en est très très loin, quoi. Alors, je comprends que c'est un service rendu à la population, mais en même temps, je trouve que la protection des données, elle est largement mise en danger, quoi. Alors, peut-être une réponse. Le RGPD ne va pas s'appliquer dans le cadre où c'est la personne qui va vous donner une information et va vous scanner une pièce et vous la donner. Là, vous ne pouvez pas maîtriser qui est derrière l'ordinateur. Et là, clairement, ce qu'on vous demande aujourd'hui dans le RGPD, c'est de gérer à partir du moment où cette donnée vous est transmise. Et là, c'est votre obligation, effectivement, de vérifier l'authenticité du document, pourquoi pas. Mais qui vous l'a donné, ça... Bon, clairement, il n'y a pas de... Alors, 2 réponses techniques. Donc effectivement, quand vous avez une demande par Internet, j'ai rencontré quelques mairies qui attendent. Donc effectivement, s'il n'y a pas de relance, on peut se demander pourquoi ça a été fait. Et deuxième sujet, c'est effectivement comment je vérifie l'authenticité. Donc c'est au niveau du formulaire, demander des informations un petit peu plus précises pour demander la validité. Souvent, c'est un échange par email. Et la dernière question, c'est souvent un échange par écrit avec la photocopie de la carte d'identité. C'est à vous un peu d'améliorer le process de contrôle, mais comme le dit Aurélien, il faut contrôler la source. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai une question, est-ce qu'il y en a qui ont déjà choisi leur stratégie vis-à-vis du choix du délégué à la protection des données ? Ou pas du tout, ou c'est un sujet que vous ne connaissiez pas avant de rentrer là ? Pas de réponse ?
Bonjour. J'ai juste une question parce que j'ai lu sur le site internet de la CNIL qu'on ne pouvait pas désigner, enfin il y avait un conflit d'intérêts si on désignait le directeur général des services ou quelqu'un d'assimilé, donc, mais pour les petites mairies, effectivement le coût que ça représente et on aurait envie de nommer notre directeur général des services, est-ce que ça présente un danger, voilà. Alors effectivement, au regard du RGPD, il est difficile que votre DGS soit jugé partie. Il va être obligé de rédiger la partie RGPD de l'appel d'offres. Il va être obligé d'être la personne qui va gérer le droit d'accès et il peut avoir un conflit d'intérêts. Une solution, c'est d'externaliser le DPD à soit une société tierce, soit, comme on l'a dit tout à l'heure, un agent d'une collectivité qui serait délégué personnel pour plusieurs collectivités. Vous êtes dans quelle commune et vous avez combien d'habitants? Saint-Christolide-Blaye, 2000 habitants. Et vous êtes combien à manipuler un ordinateur? Bien, les élus travaillent en mairie et on a 3 agents, une police municipale et un policier municipal et un agent de l'état civil et de l'urbanisme, un autre. Donc là, je comprends effectivement qu'avoir un délégué en interne est quasiment impossible. Donc la suggestion, c'est de voir au niveau de votre intercommunalité comment vous pouviez regrouper vos forces. Parce qu'à côté de Saint-Christoli, il y a une autre commune et globalement, ce sont à peu près les mêmes métiers et on pourrait partir du même registre. Donc là, vous avez intérêt à prendre, à mon avis, quelqu'un d'externe ou mutualiser au sein de votre territoire. Parce que votre élu ne peut pas être jugé parti, il ne peut pas à la fois dépouiller l'appel d'offres et puis conseiller. Si c'est trompé sur l'achat d'antivirus, qui sont hors RGPD, il en est responsable. Donc on lui met une mission qui n'est pas dans ses attributions. Mais je comprends que ça serait plus facile. C'est aussi lui qui nous suggère et qui est volontaire pour le faire, mais du coup, si on doit courir un risque, effectivement, il vaut mieux trouver une autre solution. Qu'en pensez-vous ? Je suis totalement d'accord. Les préconisations de la CNIL, en l'espèce, sont vraiment la mutualisation ou même la création de syndicats pour cette gestion des données. Donc, principalement, on va être sur une mutualisation au niveau de l'EPCI. C'est ce qu'il y a de plus simple, en tout cas sur plusieurs collectivités. À mon sens, donner ses compétences à un DGS, aujourd'hui, il va y avoir cette question d'être jugé parti et il va y avoir cette question de temps qui va être attribué à la gestion de la donnée, parce que c'est quand même quelque chose qui va être chronophage pour lui. Et votre DGS, il a aussi beaucoup de choses à faire à côté. Et si en plus, ne serait-ce que sur la tenue des registres, la mise en place du RGPD, ça va lui prendre un temps incroyable. Et je pense qu'il y a un moment donné, il ne va pas réussir à tout faire. Oui, il ne faut pas se tromper de cible. Une entreprise a besoin d'un commissaire aux comptes, donc c'est quelqu'un qui est souvent à l'externe, et un délégué à la protection des données, c'est votre commissaire à la protection des données personnelles que vous collectez. Donc c'est un œil externe qui ne peut pas être jugé parti. Indépendamment de ça, je comprends votre problème d'organisation. Mais le fait de le mutualiser au niveau d'un EPCI, comme le recommande la MG, ou ce qu'il fait au niveau des syndicats mixtes, au niveau d'un département, c'est peut-être une approche à étudier. Ou des solutions des sociétés qui proposent aussi la mise à jour de ce qu'on appelle des délégués à la protection de données mutualisés. Donc vous avez plusieurs solutions à étudier. Il ne faut pas oublier qu'en cas de conflit, devant la justice, c'est votre DGS qui sera responsable. Ça fait beaucoup de responsabilités pour un DGS. D'autres questions? Allons-y. Bonjour, Laurine Beson pour la communauté de communes de Blaye. Donc nous, on a nommé notre délégué à la protection des données personnelles auprès de Gironde Numérique. Donc c'est un syndicat numérique. Et du coup, pour chaque entité qui a adhéré à Gironde Numérique et nommé le délégué, il y aura un interlocuteur dans chaque collectivité, dans l'intercommunalité. Et je pense du coup, donc la commune de Saint-Christolide-de-Blaye, qui est membre de notre communauté de communes, on va faire bénéficier à chaque commune ce service-là. Et donc normalement, ce sera moi qui serai interlocutrice du protecteur de données. Félicitations.
je remercie les responsables de Blaye en étant président de Gironde Numérique, puisque c'est un service qu'on propose, en rappelant que Gironde Numérique est un syndicat mixte entre le département et nos 27 intercommunalités. Et évidemment, le lien le plus souple possible, mais avec un bon niveau de responsabilité et de mutualisation, paraît une bonne solution, dans la mesure où, évidemment, petit à petit, c'est ce que j'ai vu en faisant le tour de toutes les intercommunalités de la Gironde, puisqu'on est dans le cadre actuellement du déploiement de la fibre, que dans pratiquement toutes les intercommunalités de Gironde, il y avait un travail de confiance entre l'ensemble des maires et les structures intercommunales. Et c'est évidemment intéressant d'avoir à la fois, disons, la responsabilité qu'on pourra prendre au niveau du syndicat de Gironde Numérique et donc des responsables pour suivre au niveau des intercommunalités. Bravo. Donc, merci Président, vous avez une solution. Bonjour, je suis le DSI de la ville d'Andernos-les-Bains. Comme Blaye, nous avons choisi l'option Gironde Numérique pour choisir le DPO. On nous a demandé de nommer un agent de liaison. Je voulais savoir la question, quelle était la responsabilité s'il était en cascade sur l'agent de liaison dans notre collectivité. Pour l'agent de liaison, rien. C'est le délégué à la protection des données qui est garant vis-à-vis du président ou du maire de la bonne fonctionnalité. Donc si jamais un jour vous allez au tribunal, c'est votre délégué à la protection des données, donc l'entité juridique Gironde Numérique qui viendra défendre les intérêts de la mairie s'il y a une fuite de données ou s'il y a eu quelqu'un qui a eu un risque qui n'a pas été payé ou ce genre de choses. Donc c'est un rôle technique. À vous de vérifier qu'il fait bien son travail, qu'il fait bien son diagnostic et tout. Mais sur un plan juridique, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a de moins en moins, je veux dire, de délégués à la protection des données indépendants. Ce sont des gens ou des sociétés de services qui ont des responsabilités civiles élevées, parce que si c'est le DPD qui est en tort, ça revient sur le DPD. Donc le côté juridique du délégué à la protection des données est beaucoup plus important que l'ancien correspondant informatique liberté. Parce que dès que vous acceptez une mission de délégué à la protection des données, vous acceptez d'être le défendant de la collectivité en cas de poursuite au pénal. Non, je dis pour plaisanter, ce n'est pas forcément le président de la structure qui était responsable, mais c'est le responsable à l'intérieur de la structure qui fait ce rôle. Étant entendu naturellement que ce sont des rôles complémentaires au niveau de l'accompagnement pour un certain nombre de communautés de communes, voire de communes, pour l'ensemble des services numériques. Juste, je voudrais rajouter, je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, il faut aussi faire la différence entre la responsabilité du service et la responsabilité de l'agent. Et si effectivement votre agent de liaison venait à ne pas respecter un certain nombre de choses et qu'il avait accès à certaines données et qu'il les utilisait à mauvais escient, on peut engager sa responsabilité personnelle, lui en qualité d'agent qui se détache du service. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion juridique, la faute se détache du service. Donc dans ce cas-là, effectivement, votre agent il peut aussi être responsable. Moi je l'ai vu sur un responsable RH d'une collectivité qui avait détourné un certain nombre de données pour retrouver, on va dire, le nouveau compagnon de sa femme qui était agent dans la collectivité. Ils ont fini par se courir l'un après l'autre dans la rue. Donc, et à un moment donné, bon, c'était assez cocasse en l'espèce, mais on s'est aperçu qu'il avait eu accès à un certain nombre de données en sa qualité de RH. Et là, on a une faute qui se détache du service. Donc, il faut aussi faire attention à cette différenciation qui peut être opérée. C'est juste ce que je voulais. Bonjour. Pour adhérer à un syndicat mixte donc type Gironde Numérique qui était proposé tout à l'heure, est-ce que nous devons passer par l'intercommunalité ou est-ce qu'on peut le faire directement de commune à Gironde Numérique? C'est vous qui allez répondre. Oui, pas de problème, systématiquement toutes les intercommunalités sont membres actuellement de Gironde Numérique. Après, au niveau des services, ça peut se faire commune par commune, avec quelque chose de complémentaire par rapport à ce qui est la compétence des communautés de communes qui ont plutôt pris l'ensemble des compétences liées au débit ou au très haut débit. Mais au niveau des services, ça doit pouvoir se faire, je pense, plus au niveau de la commune parce que c'est quand même, disons, administrativement très calé, quoi.
Donc a priori, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce n'est pas pour ça qu'on va vous demander des participations extraordinaires. Mais je pense que administrativement, il vaut mieux le faire comme ça. Oui. Il y a un autre sujet que je voulais aborder aussi, le fait de travailler avec l'intercommunalité et la commune. On voit dans certains cas que ce qu'on appelle le compte famille, la cantine est payée à la commune et l'activité de centre de loisirs sans hébergement est payée au niveau de l'interco. Donc c'est là où la mutualisation et la vision d'un projet homogène est intéressante. Parce que moi en tant que famille, j'ai un service et finalement je ne sais pas à qui je vais payer. Donc il vaut mieux aussi, quand il y a des transferts de responsabilités de compétences, avoir cette liaison commune intercommunalité peut être un plus. C'est un plus, mais il faut également accepter qu'il puisse y avoir des services un petit peu différents d'une commune à l'autre. Si vous voulez, a priori, je le disais, toutes les communes sont membres, toutes les intercommunautés sont membres. Ensuite, je vous dis, pour certains services, tout ce qui est école numérique et autres, il peut y avoir une participation également à l'échelle de la commune. Dans certains cas, ça peut être utilisé également au niveau de l'intercommunauté, mais ce n'est pas indispensable. On essaie de faire le maximum de souplesse. Si un certain nombre de services sont traités en accord avec les communes au niveau de l'intercommunauté, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais il peut y avoir, pour telle et telle raison, dans des communes d'une certaine importance, par exemple, quelqu'un qui va être responsable du suivi de tout le matériel informatique, dans des communes plus petites, où on peut demander un service complémentaire aux gens de chez nous, qui aujourd'hui portent éventuellement des appuis à la fois aux intercommunautés, à certaines intercommunautés, mais également à telle et telle commune. Donc on essaie d'avoir le maximum de souplesse possible. J'ai une question concernant justement les écoles où en tant que commune on a la responsabilité numérique des primaires et des maternelles qui se développent de plus en plus via des outils numériques en full web, donc hébergés ailleurs par le biais de l'académie, que nous ne maîtrisons pas. Est-ce que la RGPD rentre aussi en tant que responsable ou en tant que, quand on a le délégué du syndicat mixte, est-ce que la responsabilité appartient aussi de regarder comment sont traitées les données scolaires, primaires et maternelles? Alors en règle générale, ce que l'on voit comme jurisprudence, donc déjà la première chose dans ce qu'on voit dans la nouvelle loi informatique et liberté, la notion d'école, de directeur d'école est mentionnée. Donc le directeur d'école ou même de la maternelle devrait avoir son propre registre de traitement. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est le maire qui est responsable des moyens. Donc globalement, la salle informatique est sécurisée, il y a un digicode, les antivirus, anti-spam sont bien mis. Par contre, c'est le directeur de l'école qui est responsable du contenu scolaire et c'est l'Académie de Bordeaux qui est en charge de vérifier que l'espace numérique de travail ou les filtres parentaux sont conformes à la loi et que nos amis, les instituteurs et le directeur d'école appliquent la loi. Donc l'obligation de moyens de la part de la mairie et l'obligation de moyens logiciels et de mise en place du règlement de la part du directeur. Simplement là-dessus, on a des propositions de moyens spécifiques, de mutualisation, d'acquisition, mais c'est bien séparé, comme ça a été dit, évidemment, avec les responsabilités des maires et puis ceux des instituteurs et de l'académie, étant entendu qu'on a également des contrats avec l'académie pour essayer de gérer au mieux tout ça. Merci. Est-ce que le RGPD s'applique aux documents papier qui comportent des renseignements parce qu'il y a deux versions. On nous dit, dans la mesure où vous récoltez des renseignements papier, par exemple inscription à la garderie, inscription à la cantine, donc un certain nombre de renseignements, dans la mesure où le document que vous avez fait remplir aux parents comporte la petite mention de la CNIL, mais que vous n'exploitez pas en informatique ce document papier, ça ne rentre pas dans le RGPD. Tout rentre dans le RGPD. Je vais laisser mon collègue répondre. Tout rentre dans le RGPD. Le papier va déterminer que vous avez donné, vous en tant que parent, le consentement à utiliser les données. Par contre, dans le logiciel informatique, ce logiciel va être traité, va être sauvegardé, va être manipulé. Il faut garder les données un certain temps pour la durée de vie de votre projet. On ne rentre pas les données du
C'est considéré comme une donnée. Il y a certaines collectivités qui n'ont pas de gestion de cimetière. Aujourd'hui, c'est des bacs de cartes qui gèrent les emplacements funéraires, enfin les tombes. Ça, c'est un fichier papier qu'on conserve. Et le jour où ils sont passés au numérique, on a détruit cette boîte cartonnée. C'est aussi un fichier. Si par exemple je prends les autorisations de boissons temporaires ou les meublés ou les taxis, aujourd'hui ce sont des formulaires CERFA que le maire doit viser, c'est pas du tout informatisé, c'est conservé dans un classeur, mais c'est un fichier que doit gérer le maire et pas se faire piquer son formulaire CERFA. Oui, ça rentre dans le RGPD. Toute trace papier. Le registre de vos instructions de permis de construire, c'est des registres à l'ancienne, c'est un document à gérer, à classer et à archiver. C'est une trace. Alors moi je suis assez convaincu sur l'histoire. Le RGPD ne parle pas forcément de notion numérique, il n'y a pas forcément de trait obligation numérique, c'est une donnée. Et dans la définition de la donnée, un document papier peut effectivement être considéré comme une donnée s'il y a des documents dessus qui ont un caractère personnel. Si vous mettez le numéro de sécurité sociale d'un de vos administrés sur un document papier, il faut qu'il rentre dans le cadre de votre gestion de données au niveau RGPD. C'est une donnée sensible et qui va être considérée comme telle, même si c'est sur un bout de papier. Et pour telle, c'est typiquement français parce qu'effectivement aujourd'hui il y a 28 et 27 CNIL. Il n'y a qu'en France où on dit la loi informatique et liberté. Dans les autres pays, c'est la protection des données privées. Le RGPD est là pour d'autres choses. Il est là pour la protection des données de santé, il est là aussi pour les connecteurs Internet, il est là pour les respirateurs artificiels, il est là pour les futures voitures connectées. Donc il n'y a pas que des données papier, c'est toutes les données. Les informations qui sont enregistrées au CHU, ce sont des données personnelles que vous allez pouvoir restituer dans un procès. C'est un fichier à déclarer. Toute donnée, papier, informatique, numérique, photo, est une donnée au sens du RGPD. Il ne faut pas forcément faire peur en disant qu'on ira tous en prison demain. Donc il y a quand même des délais raisonnables par rapport à ça. Mais je pense que le fait de pouvoir s'inscrire avec un référent qui prend la responsabilité, c'est quand même nécessaire. Ensuite, le détail, j'ai eu l'occasion personnellement de regarder au niveau national où on va nous imposer d'avoir tous les documents d'urbanisme, en particulier les permis dématérialisés. J'aurais dit attendez 2022, que les communes aient un petit peu de débit, que ça soit mis en place. Et là, de la même manière, il n'est pas évident qu'on sera immédiatement condamné lourdement s'il y a des problèmes lourds. Vous savez qu'à un moment donné, le Sénat avait voté une loi qui faisait que sur les questions de sécurité, le maire, si il avait mis des moyens proportionnés à sa commune, il ne serait pas condamné, même s'il y avait un accident. À un certain moment, il y a eu un accident mortel sur un plan d'eau appartenant au département où le maire d'Austin avait eu des problèmes. Donc là, je crois qu'il faut le regarder avec évidemment des précautions à prendre dès maintenant, mais sans penser qu'on va pouvoir aller tout faire à la fois d'un seul coup. Oui, il faut rassurer, la CNIL, c'est à peu près 150 agents. Les premières entités qui vont être auditées, c'est tout ce qui est le domaine de la santé, et tout ce qui est le domaine du social, et tout ce qui est le domaine de la banque et de la finance, et tout ce qui est échange Europe ou trans-Europe ou vers les USA. Votre bonne foi et votre mise en trajectoire va leur convenir. Mais il faut faire quand même quelque chose. Ce qui compte, c'est vos 3 prochaines années, voilà, pour schématiser ou résumer. Juste une question par rapport à la collecte des données. Une fois qu'on a collecté des données, est-ce qu'on peut prendre l'initiative de les détruire ou est-ce qu'il faut les archiver ?
Tout dépend du règlement associé aux données. Si vous faites un simple fichier de décoration de Noël, vous pouvez décider que 6 mois ou 12 mois après, vous les détruisez. Si vous avez des mouvements sur le RSA au niveau du CCAS, au bout de 2 ans, il faut les détruire, ça ne sert à rien de les conserver. Donc chaque fichier doit avoir sa propre loi de restitution. Ce matin, je travaille pour une banque sociale. Ils sont partis sur un délai de conservation, soit 5 ans, soit 10 ans de leurs données, parce qu'ils ont trouvé ce modèle pour ne pas dépasser les règles. Sauf pour les contentieux, où ils gardent à vie. Mais est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est le CCS qui décide, par exemple, qui décide de garder les données 6 mois, 1 an, ou est-ce qu'il y a une loi par rapport à ça? C'est la loi du Code de l'action sociale qu'il faut connaître. Sinon, dans telle et telle activité des communes, il y a des délais bien déterminés. Admettons, je parlais des permis, pour garder les documents de permis pendant tel et tel temps. Et là, pour faire encore la publicité par rapport à Gironde numérique, tout ce qui est aide à l'archivage est un élément des services numériques que l'on peut vous apporter. Mais il faut regarder précisément, donc dans telle et telle activité, il y a les obligations de garder tant d'années, et à ce moment-là, d'avoir un système d'archives qui le permette. Entendu, pardon, que vous le savez également, dans des archives plus longues, le département donc a également des archives départementales où vous pouvez à tel et tel moment mettre tel et tel papier concernant votre commune sans aller chercher des registres paroissiaux ou des choses comme ça. Il y a un réflexe à avoir en archivage. Il y a ce que vous avez les archives courantes, les archives intermédiaires, les archives définitives. Donc globalement, lorsque vous faites un appel d'offres avec un fournisseur, il y a un article à lui dire que le système devra proposer un système d'archivage intermédiaire, courante et définitive, conformément à la loi. Même si vous ne la connaissez pas, vous retournez la preuve sur l'éditeur qui devra connaître la loi. Vous êtes salarié dans une commune, vous êtes en archive courante. Vous quittez la commune pour aller dans une commune, vous restez dans les fichiers, mais vous êtes en archive définitive. Sur un plan technique, ça fait 2 bases de données. Pourquoi? Parce qu'on minimise les données et s'il y a une tentative de hacking, on prend que les données courantes au lieu de prendre toutes les données qui sont prises. Et c'est là où les éditeurs ont un gros travail à faire parce qu'ils vous disent effectivement c'est en archive courante et intermédiaire, ce qui est vrai lorsque l'on s'affiche, mais si on rentre par une technique système, on s'aperçoit que les données dans la base de données de l'éditeur sont présentes depuis que l'éditeur est installé. Donc vos prochains appels d'offres, il faudra bien vérifier ce volet archives courantes, archives intermédiaires, archives définitives. C'est le boulot du délégué à la protection des données de connaître la loi et de mettre sa patte dans l'appel d'offres. Il est là pour vous aider. On vous remercie, Président, de votre intervention et vous voyez que donc, notre association des maires de la Gironde essaie d'apporter en priorité donc, la formation. Et je remercie la qualité de nos intervenants, étant entendu que ce sont des sujets qu'on continuera à suivre évidemment dans les 2-3 ans qui viennent, puisque c'est les délais où on aura petit à petit à se mettre à jour par rapport à ce sujet-là. Et puis dire également, vous l'avez peut-être vu, qu'il y a un stand du département qui est Gironde Ressources. J'avais dès le début évidemment indiqué qu'il fallait que toutes ces structures travaillent en mutualisation les unes avec les autres et au cas par cas, quand il y a tel problème, renvoyer sur des structures existantes. Je pense par exemple au syndicat d'électricité, enfin un certain nombre de structures qui peuvent appuyer les communes ou les maires dans leurs problématiques du quotidien. Mais merci donc pour ces intervenants. Vous m'excusez, il y a un sujet en même temps sur l'intercommunalité rentrant par les services plutôt que rentrant par la structure. Donc merci de votre intervention, puis je vous laisse terminer. Écoutez, c'est nous qui vous remercions de toutes les questions. Les transparents seront disponibles. Il suffira de les demander à nos amis de l'AMG. Et nous restons à votre disposition si vous avez des questions encore. Bonne fin de salon.